Une simple bobine de fil cache bien plus que des secrets de tissu. Elle cache un meurtre. Bienvenue chez Détective Eternos. Je suis votre hôte Louis. J'adore voir cette communauté grandir. Dites-moi d'où vous suivez la chaîne aujourd'hui. Vous entendrez rendre ce voyage inoubliable. Commençons. C'était un après-midi doux à St. Mary Mead, de ces jours où les haies se coloraient d'or et où les villageoises étaient incitées à apporter leurs chaises au jardin. Mademoiselle Hartnell avait organisé un petit cercle de couture dans son verger où des théières fumaient à côté de paniers de broderie. Les conversations étaient censées être légères, rythmées par des conseils de couture et des remarques sur la météo, mais il en était rarement ainsi dans ce village. Miss Marple était assise tranquillement avec son tricot, ses fines aiguilles cliquetant à un rythme régulier. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, laissant les autres dames bavarder. « Je déclare, » dit Madame Price Ridley en plissant les yeux sur un échantillon à moitié cousu, que la fille de Madame Alderbury a un comportement assez étrange. Elle se promène seule la nuit, et même près de la voie ferrée, ça n'a jamais rien de bon. Ces mots firent un léger bruit dans le cercle. Mademoiselle Hartnell ricana. Pas respectable. Même si je ne peux pas dire que sa mère l'ait beaucoup tenue en respect depuis son veuvage. Miss Marple, sans lever les yeux de ses aiguilles, murmura. Les jeunes filles pensent souvent que la solitude allège leurs soucis. Mais de telles promenades sont rarement solitaires longtemps. Son ton était doux, bien que son regard ait brièvement vacillé vers l'absence de Madame Alderbury. Il n'était pas rare que les ragots circulent au sujet de la jeune Julia Alderbury, mais cet après-midi-là, les conversations s'envenimèrent. Quelqu'un évoqua une dispute entendue à la poste, un autre murmura l'existence d'une lettre mystérieuse que Julia avait reçue. Les fils de la conversation se tissaient vers quelque chose de plus sombre, et bien que la plupart les considérassent comme des propos anodins, Miss Marple tricota en silence, comme si elle comptait les mailles d'un tout autre modèle. À la tombée de la nuit, et lorsque le groupe se dispersa, le verger sembla à nouveau paisible. Pourtant, au matin, la tranquillité était rompue. Julia Alderbury n'était toujours pas rentrée. Sa mère donne l'alerte à l'aube, affirmant que sa fille avait promis d'être de retour avant le dîner. Des recherches furent organisées et les villageois sillonnèrent les ruelles en l'appelant par son nom. Ce fut la femme du pasteur qui découvrit la première trace, non pas Julia elle-même, mais quelque chose d'enchevêtré dans la haie près du chemin menant à la voie ferrée. Une petite bobine de bois, étroitement enroulée de fil rouge, avait une extrémité cassée et effilochée. La nouvelle se répandit rapidement et, vers midi, la police fut appelée. L'inspecteur Cray, robuste et vif, interrogea les villageois sans se soucier de leurs ragots. Il suggéra que Julia était peut-être partie de son plein gré, même si ses sourcils froncés trahissaient son malaise. Miss Marple se tenait près de la haie tandis que l'inspecteur brandissait la bobine. Une bagatelle, déclaratif. Lâché par une couturière, j'imagine. Miss Marple ajusta ses lunettes. « Oh non, inspecteur, elles ne sont pas tombées. Regardez le fil, il est déchiré, assez brutalement. Une femme prend soin de son fils, vous savez. Cela suggère une lutte. » L'inspecteur la repoussa poliment, mais les paroles de Miss Marple restent gravées dans la mémoire des personnes présentes. Et, juste au moment où le soleil baissait, un cri s'éleva du talus de la voie ferrée. Julia Alderbury avait enfin été retrouvée, immobile parmi les orties, le visage pâle encadré par des ronces emmêlées, une fine bobine de fil rouge coincée dans sa main. Les bavardages du verger s'étaient transformés en crime et sang. Mary Mead n'était plus un village paisible. Le lendemain matin de la découverte de Julia Alderbury par le chemin de fer, St. Mary Mead se réveilla dans un silence troublé seulement par le tintement persistant de la cloche de l'église. La nouvelle s'était répandue comme de l'encre sur du papier buvard. Chaque ruelle, chaque jardin, chaque cuisine ne murmurait rien d'autre.
Les femmes s'arrêtaient devant leur porte, les paniers à moitié remplis, les hommes baissent la voix dans le pub, et même le facteur fut arrêté une demi-douzaine de fois pour entendre ou transmettre une rumeur. Chez l'épicier, Madame Price Ridley secoua la tête avec une autorité farouche. « Je vous l'avais bien dit, non? Sortir seul le soir, c'était forcément un scandale. Croyez-moi, il y avait un type impliqué. C'est toujours le cas. » Miss Hartnell, debout à côté d'elle, pinça les lèvres comme pour contenir trop de mots à la fois. On a dit, s'aventura-t-elle prudemment, qu'elle avait été vue en conversation avec ce jeune homme du manoir, le neveu, vous savez, Lionel Crane. Assez beau, mais oisif. Et les hommes oisifs sont synonymes de problème pour une fille sans père pour la protéger. Plusieurs hochent la tête en signe d'approbation. Pourtant, tandis que Miss Marple récupérait sa modeste ration de thé derrière le comptoir, elle remarqua l'empressement dans les yeux des femmes. Les villageois adoraient un thé bien frais, romance devenue mauvaise explication, surtout lorsqu'elle pouvait être liée à une figure emblématique de la commère. Mais Miss Marple, forte de son expérience discrète, savait que les gens s'en tenaient souvent à la réponse la plus dramatique, ignorant les vérités plus subtiles qui se cachaient sous-jacentes. Plus tard dans la journée, elle assiste à la brève réunion au cottage de Madame Alderbury. La pauvre femme était assise, raide sur sa chaise, les mains nouées sur ses genoux, pâle, de chagrin. Les villageois étaient venus présenter leurs condoléances, mais beaucoup restèrent plus longtemps que la politesse ne l'exigeait, écoutant attentivement les détails. Julia était toujours impulsive, murmura faiblement Madame Alderbury. Elle avait besoin d'excitation. Elle était agitée. Je n'aurais jamais cru que ses paroles se transformeraient en sanglots. Un murmure parcourt les visiteurs. Madame Price Ridley se pencha en avant avec ce qu'elle prit pour de la sympathie, mais son ton s'apparentait davantage à un interrogatoire. Avait-elle dit où elle allait ce soir-là? Madame Alderbury secoua la tête. Non, elle dit seulement qu'elle ne tardera pas. Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, observait les mains tremblantes de la femme. Il y avait plus que du chagrin en elle, quelque chose de tendu, presque de peur. Elle refoula cette impression, comme toujours, sans rien dire. Les hommes du village se réunirent ce soir-là à l'auberge de l'Homme Vert, leurs pipes allumées, échangeant leurs soupçons. « Écoutez-moi bien, » déclara M. Tavernas, « c'est l'œuvre d'un vagabond du chemin de fer. Nous devrions parler à l'inspecteur pour améliorer les patrouilles. » Un autre homme secoua la tête. « Aucun clochard ne transporte de bobines de fil, hein? Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. » À ce moment-là, le propriétaire, en nettoyant ses verres, murmura « J'ai entendu dire par le chef de gare que Julia avait été vue sur le quai 3 nuits de suite, toujours en attente de quelqu'un. Pas le train, remarquez, quelqu'un. » Les hommes échangèrent des regards entendus. Les théories se multiplient, chacune contredisant la précédente. Certains jurent qu'elle était liée à Lionel Crane. D'autres murmuraient qu'elle avait un admirateur secret au village même. Quelques-uns suggèrent des motivations plus sombres, des dettes, des querelles, du chantage. Pendant ce temps, l'inspecteur Gray se faisait remarquer. Il traversait le village avec une certaine assurance, carnet à la main. Au presbytère, il interrogea Madame Clément avec une efficacité redoutable, écartant sa suggestion selon laquelle Julia aurait pu être troublée. Lorsque mademoiselle Marple mentionna à nouveau la bobine de fil avec douceur, Gray fronça les sourcils. « Le désordre domestique, » insista-t-il. « Rien de plus. Je compte me concentrer sur le jeune Crane. On l'a vu marcher près du quai le soir même. Les jeunes hommes et les jeunes femmes finissent trop souvent dans la folie. » Miss Marple inclina la tête en signe d'approbation polie, mais son esprit continuait de tourner à l'image de l'horloge sur la cheminée de son salon. Elle avait souvent observé Lionel Crane dans les ruelles, son charme langoureux et son rire insouciant. Un garçon dangereux pour une fille impressionnable, certes,
Mais ses manières suggèrent-elles la violence? Non. De l'auto-indulgence, peut-être, mais pas de la cruauté. Elle réserva son jugement. Ce soir-là, assise seule près du feu, tricotant avec assiduité, Miss Marple réfléchissait au fil rouge. Elle savait que les femmes des villages emportèrent souvent avec elles de petits accessoires de couture, aiguilles, dés à coudre, bobines de coton dans leurs sacs. Mais le fil rouge était moins courant. Les femmes pragmatiques préféraient le noir, le blanc ou le bleu marine pour leur accommodage. Le rouge était utilisé pour l'apparat, la broderie, pour des points éclatants sur des tissus qui demandaient à être décorés plutôt qu'à être réparés. Pourquoi Julia avait-elle une telle bobine avec elle près de la voie ferrée? Et surtout, pourquoi l'avait-elle déchirée si brutalement et retrouvée serrée dans sa main comme si elle comptait pour ses derniers instants? Dehors, la cloche sonna de nouveau, appelant le village à la prière. Miss Marple posa son tricot et contempla le feu. Quelque part dans ce fouillis de ragots et de spéculations se trouvait la vérité, aussi inextricable que cette bobine de fil cassé. Il lui suffisait de suivre le fil avec patience. Et tandis que le village murmurait des théories, un nouveau détail apparut, menaçant d'accroître les soupçons. Un écolier avait raconté à sa mère, avec l'insouciance des enfants, avoir vu Julia Alderbury le soir de sa mort, non pas seule, ni avec Lionel Crane, mais parlant à voix basse à une personne plus âgée qu'il avait reconnue de l'église. Mais avant que le garçon puisse nommer la silhouette, sa mère le fit taire. L'homme qu'elle croyait avoir vu était très respecté, et elle n'osait pas répandre de telles rumeurs sans en être certaine. Miss Marple, entendant ce fragment de la bouche de la femme du vicaire, se contenta de joindre les mains. L'affaire commençait à changer. Au 3e jour après la mort de Julia Alderbury, saint. Mary Mead était en proie à une vive tension. Le chagrin étouffé avait laissé place à des spéculations plus vives, teintées de peur. Les voisins se saluaient à voix basse, et derrière chaque rideau tremblant se murmurait une autre opinion. Pour les villageois, l'affaire semblait simple. Julia avait été vue en compagnie de Lionel Crane. C'était Lionel Crane qui devait en porter la responsabilité. L'inspecteur Cray, quant à lui, semblait tout à fait d'accord avec cette théorie. Il avait été aperçu traversant High Street, Lionel à ses côtés, une main fermement posée sur l'épaule du jeune homme. Des enfants les poursuivaient, se penchant pour voir, tandis que les femmes à leurs fenêtres échangeaient des regards appuyés. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat, il était largement admis que Lionel avait été arrêté. Ce soir-là, à l'auberge de l'Homme Vert, l'atmosphère était chargée d'autosatisfaction. « J'avais dit dès le début que ce serait lui », s'exclama M. Taverner en frappant la table pour insister. « Mains oisives, habitudes oisives. Un jeune homme avec trop de temps et sans occupation convenable. Voilà le genre de personne qui crée des problèmes. » « Des ennuis, oui, » acquiesça M. Hopley, en se penchant sur sa pinte. « Mais un meurtre, c'est une autre histoire. N'oubliez pas que la famille de Lionel est riche, et les riches n'apprécient guère les scandales. Ils feront tout leur possible pour étouffer l'affaire. » Miss Marple, qui s'était brièvement arrêtée à la porte latérale de l'auberge pour récupérer un message pour Madame Clement, en entendit suffisamment pour comprendre que l'opinion publique prenait de plus en plus de certitude. Pourtant, d'après son expérience, la certitude était souvent la plus trompeuse des choses. Le lendemain matin, la tante de Lionel, Madame Crane de Hall, s'abattit sur le village tel un nuage d'orage. Elle entra chez l'épicier avec une expression de pure indignation, ses manches de velours effleurant les boîtes et les paquets des étagères comme s'ils étaient indignes de sa vigilance. « Mon neveu, » déclara-t-elle, « est totalement innocent de cette accusation ridicule. Il était au manoir avec moi toute la soirée à vérifier les comptes. L'inspecteur Cray est déterminé à faire de lui un bouc émissaire simplement parce que Julia Alderbury a eu la bêtise de le suivre partout. Une fille qui a la tête dans les nuages, ça devrait finir en larmes,
même si je n'aurais jamais imaginé une telle chose. » Ces paroles firent sensation, car les alibis, surtout lorsqu'ils étaient annoncés avec autant de fermeté, suscitent souvent autant de soupçons qu'ils n'en résolvent. Miss Marple, qui était occupée à choisir du sucre d'orge pour les enfants de son neveu, parut légèrement surprise. Elle repensa au sourire insouciant et à la simplicité de Lionel, et il lui parut étrange qu'un si jeune homme passe volontiers sa soirée à faire des comptes avec sa redoutable tante. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Cray s'arrêta au presbytère, où mademoiselle Marple avait été invitée à prendre le thé. Il semblait satisfait, et lorsque madame Clément lui demanda prudemment si Lionel Crane était bien le coupable, Cray hocha légèrement la tête avec satisfaction. « Les preuves le désignent, madame, » dit-il d'un ton catégorique. « Le garçon a été aperçu sur la voie ferrée, le soir même. Ses bottes portent des traces d'ortie, tout comme là où le corps a été retrouvé. Et la mère de Julia admet avoir désapprouvé cette union. Une dispute, peut-être, qui finit mal. Ça arrive. Je le consignerai dans mon rapport. » Miss Marple leva les yeux de sa tasse de thé. « Oui, les disputes arrivent. Pourtant, les disputes entre jeunes finissent rarement de façon aussi durable, à moins qu'un enjeu bien plus urgent ne soit en jeu. » Cray lui adressa un sourire crispé. « J'apprécie votre sollicitude, Miss Marple, mais laissez-moi m'en occuper. Mesdames, ne vous inquiétez pas. » Madame Clément s'agita, mal à l'aise, consciente du peu de poids que l'inspecteur accordait aux observations de Sainte-Quay. « Mademoiselle Marple. » Mais Miss Marple elle-même se contenta d'incliner la tête et de ne rien ajouter. Elle était habituée à ce genre de dédain. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait remarqué un détail dans son récit, des traces d'ortie sur les bottes de Lionel. Pratique, certes, mais les orties poussèrent abondamment le long du sentier, on pouvait difficilement faire 100 mètres sans les frôler. C'était le genre d'indice qui paraissait convaincant aux yeux des non-initiés, mais qui ne prouvait pas grand-chose en soi. Ce soir-là, tandis que les lampes vacillaient dans les chaumières de la Grand-Rue, les rumeurs reprirent de plus belle. Les femmes chuchotaient à présent l'affection de Julia pour Lionel, suggérant des rencontres secrètes et des promesses. Les hommes, quant à eux, marmonnaient sombrement sur les dangers de l'oisiveté et le déclin moral de la jeunesse. Tous s'accordaient à dire que l'inspecteur Cray tenait son homme. Tous, sauf Miss Marple. Elle était assise dans sa chaumière avec son tricot, se remémorant le tremblement de terre des mains de Madame Alderbury, les protestations trop fortes de Madame Crane et la remarque insouciante d'un écolier qui avait vu Julia parler à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de respecté. Chacun de ces fils semblait petit, fragile, sans importance. Pourtant, ensemble, ils commençaient à suggérer un motif pas encore visible, mais assurément présent. Et puis, juste avant que l'horloge de l'église ne sonne 9 heures, un coup sec frappe à la porte de Miss Marple. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Madame Alderbury elle-même, pâle et affolée, tenant quelque chose dans ses mains. « C'était à Julia », murmurait-elle en poussant l'objet vers l'avant. « Je n'ai rien dit à l'inspecteur, mais vous devriez voir. » C'était un mouchoir plié, délicat et brodé, avec une légère traînée de fil rouge coincée dans la couture. Miss Marple prit le délicat carré de lin des mains tremblantes de Madame Alderbury. Il était d'un ivoire pâle, finement brodé de minuscules marguerites dans un coin, un objet intime et féminin. Mais ce qui retint surtout son attention fut le fil coincé dans l'ourlet. Un fil rouge, effiloché à une extrémité, s'en mêle presque imperceptiblement dans la couture. Madame Alderbury joignit les mains, se tordant les doigts avec anxiété. C'était dans sa chambre, plié au fond de son tiroir. Je sais que cela signifie quelque chose, même si je ne pouvais supporter de le montrer à l'inspecteur. Il aurait posé des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Miss Marple l'observa attentivement. Le visage de la femme était tiré, sa voix mêlant chagrin et peur.
Miss Marple savait que la peur n'était pas rare chez les personnes récemment endeuillées, mais celle-ci avait une saveur particulière. C'était la peur de quelqu'un qui gardait le secret, qui portait un secret trop lourd pour être réconfortant. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « il ne faut rien cacher aux autorités, même si je comprends parfaitement vos doutes. Mais puisque vous me l'avez montré, puis-je vous demander si Julia brodait elle-même? » Madame Alderbury hésitait. Parfois, mais ce mouchoir n'était pas le sien. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle l'avait emprunté, je crois, sans jamais l'expliquer. Je sais seulement que ce n'était pas son ouvrage. Les points de Julia étaient toujours irréguliers, et ceux-ci sont d'une précision incroyable. Le regard de Miss Marple se posa à nouveau sur la broderie. « Oui, » pensa-t-elle, les marguerites étaient nettes, uniformes, disciplinées. Non pas l'œuvre d'une jeune fille impulsive, mais celle d'une personne plus âgée, plus posée, habituée à la patience de la couture. « Et le fil rouge ?» demanda-t-elle doucement. Les lèvres de Madame Alderbury tremblèrent. « Je ne saurais le dire, mais je crains que cela ne lie sa mort à une honte. » Julia n'était pas méchante, Miss Marple. Idiote, peut-être, mais pas méchante. Miss Marple lui tapota la main. Les filles confondent souvent témérité et aventure, mais elles sont rarement méchantes. Non, la méchanceté est ailleurs. Après le départ de Madame Alderbury, Miss Marple resta assise tranquillement près du feu, tenant le mouchoir à la lumière de la lampe. Un fil rouge. Il apparaissait sans cesse, s'enroulant dans l'étui comme un signal. On l'avait trouvé dans la haie, dans la main de Julia, et maintenant dans ce mouchoir emprunté. Une bobine d'un rouge vif dans un village aux couleurs sourdes. Pas pratique, pas courant, trop frappant pour être une coïncidence. Le lendemain matin, elle emporta le mouchoir pour une petite course chez le mercier de Much Benham, la plus grande ville voisine. Elle acheta un petit morceau de ruban et, comme en passant, demanda au commerçant quel genre de client achetait habituellement du fil rouge. « Rouge, mademoiselle? »« Oh, ce n'est pas le rouge de tous les jours, » répondit la femme, « plutôt pour l'ornement. Les dames qui aiment leurs broderies éclatantes ou les couturières en service cousent des ourlets de sous-vêtements. Quelques-unes dans le milieu du théâtre aussi, mais pour raccommoder des chemises ou des chaussettes, jamais. Ça se remarque trop. » Miss Marple gardait cette information précieuse. Théâtrale, décorative ou secrète. Chaque possibilité la hantait. Elle avait connu une villageoise qui brodait des initiales au fil rouge sur les mouchoirs de son bien-aimé, afin que personne ne puisse voir la marque. Cette fille l'avait regretté plus tard, lorsque la mauvaise épouse les avait découverts. La nature humaine regorgeait de ces petites leçons, songea Miss Marple. Ce soir-là, l'inspecteur Cray se rend à son cottage plus par formalité que par consultation. Il était de bonne humeur, convaincu que la culpabilité de Lionel Crane était avérée. « Nous avons de quoi le retenir, » dit-il vivement. « Et Madame Alderbury admit s'être disputée. Nous allons poursuivre la procédure. Une affaire bien ficelée, vraiment. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Mais, inspecteur, la propreté en broderie est une vertu. Dans le crime, c'est plus souvent un déguisement. » Il fronça les sourcils, peu habitué à être contredit par une dame portant une pelote de laine. « Vous pensez le contraire, Miss Marple? »« Je pense, » répondit-elle calmement, « que le fil rouge est rarement utilisé sans but. Et Julia en avait bien trop pour que ce soit un simple hasard, Cray ricana, comme pour satisfaire le caprice d'une vieille femme, et prit congé. » Mais lorsque Miss Marple ferma la porte, ses yeux brillèrent d'une résolution tranquille. Le mouchoir était posé sur sa table, ses pâquerettes éclatantes, son fil un avertissement. Quelque part dans le village, quelqu'un d'autre connaissait sa signification. Et lorsqu'elle jeta un coup d'œil par la fenêtre vers la ruelle, elle aperçut une silhouette qui passait. Pritchard,
le marguillier, grand et solennel, avec son air de dignité habituel. Pourtant, il marchait avec une hâte inhabituelle et tenait à la main ce qui ressemblait étrangement à une sacoche de couture serrée sous son manteau. Les aiguilles de Miss Marple étaient toujours là. Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait un marguillier respectable porter le nécessaire de couture d'une dame. Le lendemain matin, saint. Mary Mead résonnait d'un silence étrange, celui des commérages partagés. La vue de M. Pritchard, le marguillier, portant ce qui semblait être une sacoche de couture, n'était pas passée totalement inaperçue. Bien que peu de personnes en aient parlé directement, des murmures s'étendaient comme du lierre le long des haies, s'insinuant dans chaque conversation. Miss Marple, toujours aussi modeste dans ses gestes, commença sa journée avec la détermination tranquille de quelqu'un qui préfère écouter plutôt que parler. Elle se rendit au presbytère avec une petite boîte de scones soigneusement emballée et trouva Madame Clement impatiente de recevoir. « Je ne sais pas trop quoi en penser », avoua la femme du pasteur en servant le thé. « L'inspecteur semble obsédé par Lionel Crane, mais on entend des choses, vous savez. Julia n'a pas été vue uniquement avec Lionel. M. Pritchard a été aperçu en train de lui parler après la répétition de la chorale il y a 2 semaines. Et puis, bien sûr, il y a l'insistance de Mme Alderbury sur le fait que sa fille avait des ennemis qu'elle n'a jamais nommés. Miss Marple tartina son scone de beurre et fit un léger signe de tête, comme un oiseau. « Les ennemis ont souvent le visage d'amis, ma chère. Les jeunes filles se confient parfois à des hommes plus âgés lorsqu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas faire confiance à leur mère. Et les hommes plus âgés sont parfois flattés plus qu'ils ne le devraient. » Madame Clément parut surprise, puis rougit. « Oh, j'espère que ce n'était pas déplacé. M. Pritchard m'a toujours semblé le plus respectable. » « La respectabilité, ma chère, est souvent un manteau, » murmura Miss Marple. Du presbytère, elle se dirigea vers le bureau de poste, où elle savait que mademoiselle Hartnell serait occupée à trier son interminable pile de circulaires. La redoutable vieille fille était une source d'informations aussi fiable que n'importe quelle enquête officielle. « Ah, Miss Marple, » dit Miss Hartnell en baissant la voix d'un air conspirateur. « Je tiens de source sûre, Madame Price Ridley, naturellement, que Julia Alderbury a reçu des lettres d'une main inconnue, de la cire à cacheter rouge, vous imaginez. On la voyait les ramasser, l'air coupable. Qui, dans notre village, utilise de la cire rouge de nos jours? Seulement la plus démodée, pour ceux qui veulent faire dans le spectaculaire. » Miss Marple sourit faiblement. « Rouge encore, » dit-elle doucement. « La couleur semble correspondre à son histoire, n'est-ce pas? » Mais elle repoussa cette pensée avant que Miss Hartnell ne puisse poser d'autres questions. Cet après-midi-là, elle passe devant le cimetière où M. Pritchard s'adressait à un petit groupe de paroissiens. Son attitude était vive et autoritaire, mais Miss Marple remarqua la raideur de ses épaules, sa façon d'éviter de croiser le regard de Madame Alderbury qui passait par là. Lorsque son regard se posa brièvement sur Miss Marple, son expression prit une expression tendue, presque défensive. Plus tard encore, à la tombée de la nuit, Miss Marple était assise dans son cottage lorsqu'elle entendit un coup sec à sa fenêtre. C'était le jeune Tommy Brent, l'écolier qui avait raconté avoir vu Julia la nuit de sa mort. Il paraissait nerveux, sa casquette à la main. « Maman a dit que je ne devais pas parler, » balbutia-t-il. « Mais je l'ai vu, Miss Marple, je l'ai vu. Elle parlait à M. Pritchard près de la haie. Il lui a donné quelque chose, comme un paquet, tout emballé. Elle avait l'air contrariée. Puis il m'a dit de filer, vite fait. » Miss Marple se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. « Et tu as vu ce qu'il est advenu du paquet, Tommy ?» Le garçon secoua la tête. « Non, madame, mais c'était noué avec du fil rouge. Je l'ai remarqué, car il ressortait. » Elle lui donna une pastille de menthe poivrée dans un pot, le remercia doucement et le renvoya chez lui. Tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure,
Miss Marple se rassit dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter en désordre. Les conversations de la journée formaient un schéma aussi clair que les mailles de son propre ouvrage. Julia avait des lettres secrètes scellées à la cire rouge, un paquet relié avec du fil rouge, et des rencontres avec un homme dont la réputation le protégeait de tout soupçon. Mais les secrets, Miss Marple le savait, ne pouvaient jamais rester cachés éternellement. La nature humaine avait le don de se trahir par des mots, des gestes et des erreurs d'inattention. Elle sentait déjà les premiers signes commencer à se défaire. Et lorsqu'elle tira les rideaux ce soir-là, elle revit M. Pritchard marchant d'un pas rapide dans l'allée. Cette fois, son manteau était étrangement bombé au niveau de la poche, comme si quelque chose de petit et carré y était caché. Le village de St. Mary Mead se réveilla troublée le lendemain matin. L'affaire de la mort de Julia Alderbury avait déjà suscité des murmures parmi les villageois, mais une atmosphère plus pesante flottait désormais dans l'air, comme un orage sur le point d'éclater. Les gens se pressaient dans les ruelles, l'air inquiet, et les commerçants se penchaient sur leurs comptoirs pour échanger des nouvelles à voix basse. Tout commença avec Madame Price Ridley, partie tôt chercher son lait, qui revint en déclarant qu'il y avait eu un cambriolage à la sacristie de l'église. Rien, semblait-il, de valeur évidente n'avait été volé. Les chandeliers et le calice étaient intacts, mais les tiroirs avaient été fouillés, les papiers éparpillés et, plus curieux encore, le petit placard où était rangé le matériel de couture de l'église avait été forcé. En milieu de matinée, l'histoire s'était répandue dans tout le village. Tout le monde était stupéfait. Qui se donnerait la peine de coudre de la soie et du lin alors que des objets de valeur étaient exposés à la vue de tous? Pourtant, c'étaient précisément ces bagatelles qui avaient été dérangées. L'inspecteur Cray arpentait la sacristie avec l'air d'un homme exaspéré par la bêtise. Du vandalisme, rien de plus, déclaratif. De jeunes voyous, sans doute, ou peut-être un vagabond de passage. Cela n'a rien à voir avec l'affaire de mademoiselle Alderbury. Miss Marple, debout silencieusement au fond, se pencha pour ramasser un petit morceau de fil par terre. Il était rouge vif, effiloché aux deux extrémités, comme tiré brutalement. Elle le glissa dans son mouchoir sans se faire remarquer et ne fit aucune remarque. Par la suite, alors que les villageois se rassemblent devant l'église, les langues se délient librement. « C'est un signe, » insista mademoiselle Hartnell. « Quelqu'un essaie de nous effrayer. D'abord Julia, maintenant ça. Nous ne sommes pas en sécurité. »« Ne soyez pas fantaisiste, » rétorqua M. Taverner. « Au contraire, cela prouve que l'affaire est presque terminée. Une fois Lionel Crane inculpé, toutes ces absurdités cesseront. Mais Madame Clément, le visage pâle, murmura à Miss Marple, « On dirait que tout est lié, comme si les mêmes mains étaient à l'œuvre. Pourtant, l'inspecteur est déterminé à ne voir que ce qu'il désire. » Miss Marple lui lança un regard bienveillant. « Les hommes qui rangent leurs affaires trop vite négligeant souvent les fils qui s'échappent, ma chère. Pourtant, ce sont les fils qui s'échappent qui défont tout. » Ce soir-là, l'orage se dissipa enfin. Un cri résonna dans la place du village, suffisamment aigu pour attirer la moitié des paroissiens hors de leur chaumière. C'était Madame Alderbury, trébuchant sur le chemin qui menait à sa maison, pâle comme un fantôme. « Ils ont essayé de me tuer !» s'écrie-t-elle en s'effondrant dans les bras du vicaire qui avait couru à son secours. Entre deux soupirs, elle expliqua qu'elle était allée dans son salon pour fermer les volets lorsque la fenêtre s'était fracassée. Une lourde pierre avait traversé la vitre, manquant sa tête de quelques centimètres. Autour de la pierre se trouvait une bande de tissu et un morceau de tissu brodé, cousu au fil rouge. L'inspecteur arrive quelques instants plus tard, plein d'une énergie brusque. Un coup de lâche, déclaratif. Mais croyez-moi, cela prouve ce que j'ai dit. Quiconque tente de faire taire Madame Alderbury craint qu'elle ne s'exprime. Et qui serait-ce?
sinon Lionel Crane. Il est le seul à avoir des raisons de la faire taire. La foule murmura son accord, quoique mal à l'aise. Pourtant, Miss Marple, légèrement à l'écart, observait la pierre en silence. Elle remarqua que le tissu était soigneusement noué, et non pas noué au hasard. Quelqu'un avait pris le temps d'effectuer ce geste délibéré, presque théâtral. Ce n'était pas le genre de geste qu'un jeune homme au sang chaud ferait sous l'effet de la panique. C'était l'acte d'une personne froide, prudente, déterminée à effrayer plus qu'à tuer. Plus tard, de retour dans sa chaumière, Miss Marple étala les preuves devant elle. La bobine de fil rouge de Julia, le mouchoir avec sa broderie de marguerite, le paquet noué en rouge que Tommy avait décrit, la trace de fil rouge trouvée dans la sacristie, et maintenant la pierre enveloppée dans du tissu, une fois de plus marquée par des points rouges. Rouge, 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 tissé partout, comme si le crime lui-même avait été cousu par une seule main délibérée. Ses aiguilles reposaient sur ses genoux. Miss Marple repensa à M. Pritchard, qui passait en vitesse avec sa sacoche de couture, le visage crispé par l'inquiétude. Respectable, certes, mais la respectabilité pouvait être un masque. Et au cours de ces longues années, elle avait souvent vu les masques finir par tomber. Tandis que le vent faisait trembler ses fenêtres, Miss Marple était certaine d'une chose. La mort de Julia n'était pas une folie de jeunesse, mais le résultat de secrets bien plus anciens, plus profonds et plus dangereux. Et ces secrets commençaient à se resserrer, tels les poings d'une couture trop serrée, prêts à éclater. Le lendemain matin, après que la pierre eut traversé la fenêtre de Madame Alderbury, saint. Mary Mead était aussi tendue qu'une corde de violon. Les rideaux tremblaient au moindre pas, et chaque villageois avait l'air de quelqu'un qui s'attendait à une nouvelle secousse à tout moment. Madame Alderbury elle-même, pâle et bouleversée, s'était réfugiée dans la maison de sa sœur, même si le village n'était pas convaincu qu'elle y serait plus en sécurité. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray arpentait la place avec une détermination renouvelée. « Preuve irréfutable, déclarait-il à qui voulait l'entendre, que Lionel Crane est désespéré. D'abord la fille, puis une tentative de faire taire la mère. Il sera derrière les barreaux avant la fin de la semaine. Pourtant, tandis que Miss Marple écoutait depuis le portail de son jardin, le regard bienveillant sous le bord de son chapeau de paille, elle ne put s'empêcher de remarquer l'empressement avec lequel l'inspecteur saisit cette explication. Elle était trop précise, trop rapide. Le crime, songea-t-elle, était rarement aussi complaisant. Cet après-midi-là, elle rend visite à Madame Price Ridley, qui avait déjà convoqué 2 voisins dans son salon sous prétexte de servir du thé. Les ragots, comme du lierre, s'épaissirent lorsque plusieurs voix s'en alimentèrent. « Je vais le dire franchement, » annonça Madame Price Ridley, le menton haut. « Si la fille de Madame Alderbury a eu une liaison avec Lionel Crane, alors c'est lui le coupable. Ces familles aisées pensent toujours aux conséquences. » Mademoiselle Hartnell hocha vigoureusement la tête. « Tout à fait. Et que dire de ces lettres que Julia recevait, scellées à la cire rouge? J'ai appris par la postière que Lionel Crane avait acheté des bâtons à cacheter il y a moins d'1 mois. Pourquoi un jeune homme s'embête-t-il avec de la cire si ce n'était pour une affaire clandestine? » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement, tandis qu'elle était assise à côté d'elle. « Oh, les jeunes hommes font beaucoup de choses parce qu'ils trouvent ça élégant, sans comprendre l'impression que cela crée. Mais on se demande si c'était bien Lionel. Pourquoi cette broderie? Pourquoi ce fil rouge, ce nuage soigné? Les garçons ne sont pas très doués pour les points soignés. Je pense qu'ils agissent avec précipitation plutôt qu'avec une attention aussi patiente. » Son commentaire réduit la table au silence un instant. Madame Price Ridley parut presque offensée, comme si la remarque anodine de Miss Marple avait détricoté son récit. Plus tard, alors qu'elle retournait au village, Miss Marple rencontra M. Pritchard, le marguillier. Il la salua avec raideur, ôtant son chapeau, mais ses manières étaient inhabituellement vives.
Une affaire choquante, Miss Marple, dit-il en détournant le regard. Les jeunes d'aujourd'hui perdent le sens du bien et du mal. C'est vraiment tragique. En effet, répondit aimablement Miss Marple. Pourtant, je constate souvent que l'on reproche aux jeunes des méfaits commis par des personnes plus âgées et plus expérimentées. Il émit un rire bref et gêné, s'excusa et s'éloigna à grands pas dans la ruelle. Miss Marple le regarda partir, les yeux légèrement plissés. Ce soir-là, elle prit rendez-vous pour prendre le thé au presbytère. Les Clément étaient impatients de discuter, bien qu'ils fussent nerveux. « Je ne peux m'empêcher de penser, » murmura Madame Clément, « que M. Pritchard est plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. Il était très inquiet ces derniers jours, et je l'ai vu près de la sacristie juste avant le cambriolage. Pourtant, l'inspecteur refuse d'en entendre parler. Il insiste pour que Lionel soit là. Monsieur Clément, plus prudent, ajouta « Il ne faut pas se précipiter pour juger. On peut néanmoins se demander pourquoi un homme de son âge rencontrerait Julia la nuit. Si le récit du garçon est vrai, il est peu approprié. » Miss Marple sirotait son thé pensivement. Un comportement déplacé, cher vicaire, masque souvent des choses bien plus troublantes. Les hommes respectables cachent parfois des secrets qu'ils ne peuvent se permettre de révéler. Une jeune fille peut sembler la partie la plus faible, mais c'est aussi celle qui en voit plus qu'elle ne le devrait. Tandis qu'elle parlait, son regard se porta vers la fenêtre où les dernières lueurs du jour dessinaient de longues ombres sur le clocher de l'église. Quelque part dans ces ombres, sentait-elle, se trouvait la vérité qui attendait d'être révélée au grand jour. De retour chez elle, Miss Marple s'assit près du feu et laissa ses aiguilles reposer sur ses genoux. Le motif se précisait. Lionel Crane était bien placé. L'inspecteur Cray se resserrait sur lui, mais Miss Marple soupçonnait que le véritable coupable lui échappait, persuadée que les soupçons persistent ailleurs. Alors que la cloche de l'église sonnait 9 heures, elle entendit des pas précipités devant sa chaumière. Se levant, elle jeta un coup d'œil à travers le rideau, juste à temps pour apercevoir à nouveau M. Pritchard, son manteau remonté, la tête baissée, disparaissant rapidement dans l'obscurité. À la fin de la semaine, l'inspecteur Cray annonça qu'il tiendrait une réunion officielle à la salle des fêtes. Son but, disait-il, était d'exposer clairement l'affaire avant de porter des accusations. En réalité, il s'agissait plus d'une mise en scène pour les villageois que d'une nécessité, car Cray avait déjà désigné Lionel Crane comme coupable. Pourtant, Miss Marple, qui accepta discrètement une place au fond, pressentait que la soirée serait plus révélatrice que l'inspecteur ne l'avait prévu. La salle était bondée, la lumière des lampes vacillant sur les visages inquiets. Madame Alderbury était assise au premier rang, son chagrin enveloppé comme un lourd châle. À ses côtés se trouvait Madame Crane, resplendissante dans son velours sombre, l'indignation encore présente dans son armure. Lionel lui-même avait été amené sous surveillance, pâle, mais obstinément silencieux. M. Pritchard arriva en retard, se glissant sur une chaise avec sa dignité habituelle, bien que Miss Marple ne remarquât pas la transpiration luisante sur son front. L'inspecteur Cray commença vivement. Il raconta la disparition de Julia Alderbury, la découverte de son corps et les preuves irréfutables contre Lionel. On l'avait aperçu près de la voie ferrée, ses bottes portant des traces d'ortie, et il s'était disputé avec le défunt. Le mobile, les moyens et l'occasion étaient évidents. Il y eut des murmures d'assentiment, mais tous ne semblèrent pas convaincus. Miss Marple, aiguilles à tricoter en main, observait les visages plutôt que les notes de l'inspecteur. Le regard de Madame Alderbury se porta nerveusement sur M. Pritchard, immobile, les mains trop serrées. Madame Crane renifla avec dédain, le regard fixé uniquement sur l'inspecteur, comme pour le mettre au défi d'humilier davantage sa famille. Miss Hartnell, incapable de se contenir, l'interrompit. « Et ces lettres, celles scellées à la cire rouge, ne sont-elles pas aussi des preuves ?
Crazy fait un geste dédaigneux de la main. Des broutilles, des absurdités romantiques. Le garçon se prenait pour un acteur dramatique. À ces mots, Miss Marple laissa échapper un petit soupir délibéré, assez faible pour paraître accidentel, mais juste assez fort pour attirer l'attention. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. « Quelque chose à ajouter, Miss Marple ?» demanda l'inspecteur Cray, légèrement irrité. Elle sourit avec bienveillance. « Seulement, d'après mon expérience, les jeunes hommes ne passent pas leur soirée à cacheter de la cire et à broder. Et pourtant, du fil rouge, de la cire rouge, du tissu rouge, ils n'arrêtent pas d'apparaître, n'est-ce pas? J'aurais dû les trouver curieux, plutôt que futiles. » Ces paroles provoquèrent un émoi. Madame Alderbury haleta doucement, serrant son châle. Lionel leva brusquement les yeux pour la première fois, et M. Pritchard s'éclaircit la gorge, la voix soudain forte. « Paroles futiles, dit-il. Superstition, fantaisie de vieille femme, l'affaire est claire, et l'inspecteur l'a bien expliqué. Nous devrions nous en contenter. » Mais ces paroles, censées apaiser la salle, ne semblèrent qu'accroître le malaise. Son insistance était trop forte, son ton trop cassant. Les yeux de Miss Marple, brillant derrière ses lunettes, s'attardèrent sur lui. L'inspecteur poursuit son récit, déterminé à ne pas perdre le contrôle. Pourtant, l'atmosphère avait changé. La suspicion, autrefois fermement ancrée sur Lionel, flottait maintenant dans le couloir, se posant çà et là comme un oiseau agité. Finalement, Cray déclara la réunion levée. Les gens commencèrent à sortir en traînant les pieds, chuchotant, jetant des regards en coin à Lionel, puis à M. Pritchard. Mais avant de partir, Mademoiselle Marple se pencha doucement vers Madame Clément, qui était restée assise à ses côtés pendant tout ce temps. « As-tu remarqué, ma chère, dit-elle doucement, qu'à chaque fois que le sujet était évoqué, M. Pritchard parlait trop vite, comme pour l'ignorer. Dans mon jardin, j'avais autrefois un chat qui dissimulait toujours ses empreintes de pattes trop soigneusement dans la terre. On apprend à regarder là où les autres tentent de les dissimuler. Madame Clément la fixa du regard, comprenant que la lumière se faisait lentement. « Qu'en penses-tu » Miss Marple se leva et lissa son châle. « Je crois, ma chère, que la vérité a le don de se révéler lorsqu'on pose les bonnes questions. Et la bonne question, ce soir, c'est pourquoi un marguillier devrait s'intéresser autant à des bobines de fil rouge. » Alors qu'elle sortait dans la nuit fraîche, la cloche du village sonna l'heure. Le murmure de voix inquiètes résonna dans la verdure, la suspicion désormais partagée. Pour Miss Marple, les pièces de son patron étaient presque en place, même s'il manquait encore un point pour tout assembler. Et quelque part, dans l'ombre au-delà de la lumière de la lampe, une silhouette se déplaçait rapidement, s'éloignant de la foule avec l'air de quelqu'un qui ne supportait pas d'être observé de trop près. À peine la salle des fêtes était-elle vide que l'atmosphère de sein. Mary Mead changea. Les conversations, autrefois confiantes quant à la culpabilité de Lionel Crane, étaient désormais confuses, hésitantes. Les visages qui, la veille encore, avaient lancé des regards furtifs au jeune homme se tournèrent vers le marguillier. Une rumeur, autrefois bien ancrée, avait disparu, et le village tout entier sembla retenir son souffle. Ce soir-là, Miss Marple retourna lentement à son cottage, son châle serré sur ses épaules. Elle n'avait pas besoin de parler de ce qu'elle avait remarqué, que d'autres avaient aussi vu. Le tremblement dans la main de M. Pritchard, l'empressement avec lequel il écartait la signification du fil rouge. De telles choses étaient insignifiantes, mais pour quelqu'un habitué à la fragilité humaine, elles résonnaient comme des cloches dans le silence. Le lendemain matin, Madame Clément arriva à la porte de Mademoiselle Marple, essoufflée par un mélange de culpabilité et d'excitation. « Ma chère, » commença-t-elle aussitôt, « je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. M. Pritchard était de nouveau à la sacristie hier soir, bien après la fin de la réunion. » M. Clément entendit le loquet et alla voir.
mais Pritchard prétendit avoir oublié des papiers. Son attitude était étrange. Il portait un paquet sous le bras, attaché avec un ruban, ou peut-être du fil. Miss Marple écoutait sans interruption, ses aiguilles cliquant doucement. Lorsque Madame Clément eut terminé, elle posa son tricot et dit doucement « Quand des hommes influents se retrouvent à rôder la nuit, ma chère, c'est rarement pour récupérer des papiers égarés. Le plus souvent, ils espèrent détourner les soupçons. » Cet après-midi-là, Miss Marple décida de faire une petite promenade. Elle choisit son itinéraire avec la même précision qu'elle mettait à arranger ses points, passant d'abord devant la poste, puis chez l'épicier, s'attardant juste assez pour entendre les rumeurs. Madame Price Ridley déclarait une fois de plus que Crane devait être enfermé, mais son ton manquait de sa certitude d'antan. Miss Hartnell, habituellement véhémente dans ses déclarations, hésite avant d'acquiescer. Il était clair que le village, tel un troupeau de moineaux agités, ne savait plus où se poser. Près du parc, elle croisa Lionel en personne, escorté par un agent. Il avait l'air plus déconcerté que provocateur. Lorsque Miss Marple s'arrêta pour le saluer, il lança « Je n'ai rien fait, Miss Marple, je le jure. Julia aimait parler, imaginer des choses, mais je ne lui ai jamais fait de mal. On fait de moi son bouc émissaire. » L'agent de police s'efforça de le faire taire, mais Miss Marple leva doucement la main. « Il n'y a pas de mal à écouter, ma chère. Ce sont souvent les mots prononcés à la hâte qui sonnent le plus juste. Gardez courage. La vérité a toujours tendance à refaire surface, même dans les eaux les plus troubles. » Tandis que le garçon était emmené, Miss Marple pensa à nouveau à Julia, une jeune fille agitée, en quête de confiance, prompte à croire aux promesses secrètes. Elle avait parlé à Lionel, certes, mais on l'avait aussi vue en compagnie d'une autre personne, plus âgée, qui ne souhaitait pas que de telles rencontres soient connues. Un margouillier, peut-être, dont la dignité ne supportait pas le scandale. Ce soir-là, le calme du village fut à nouveau rompu. Madame Alderbury, toujours sous la garde de sa sœur, envoya un message indiquant qu'un mot avait été glissé sous la porte pendant la nuit. Son contenu était bref, mais glaçant. « Tais-toi, ou tu suivras Julia. » Le papier était ordinaire, l'écriture soignée, mais le nœud qui le liait avait été noué avec un fil d'un rouge vif. L'inspecteur Cray rejeta la scène, affirmant que Lionel avait des amis prêts à effrayer la veuve. Mais Miss Marple vit le léger tremblement dans les mains de Madame Alderbury, la même peur qu'elle avait déjà remarquée. « Ne craignez pas Lionel, pensait-elle, mais quelque chose de plus proche, de plus insidieux. Elle rentre chez elle sous les étoiles, l'esprit serein mais déterminé. Sur sa table gisaient les fragments qu'elle avait rassemblés. Le mouchoir avec son nœud rouge, le fil arraché à la haie, le tissu noué autour de la pierre. Et maintenant, ce mot, relié par un dernier avertissement en rouge écarlate. Chacun était un point d'une broderie plus vaste qu'elle était sur le point d'achever. Dehors, elle entendit des pas craquer dans le chemin. Jetant un coup d'œil à travers son rideau de dentelle, elle aperçut de nouveau M. Pritchard, marchant d'un pas rapide vers l'église, son manteau serré sur lui. Seulement, cette fois, elle remarqua quelque chose de plus, un éclat métallique perçant la sacoche qu'il portait. Ni du fil, ni du tissu, mais de longs ciseaux bien aiguisés, du genre qu'une couturière utiliserait pour couper du tissu. Miss Marple laissa tomber le rideau, le visage grave. Il était temps de resserrer les liens avant qu'une autre main ne soit arrachée à la vie. Le lendemain matin, après avoir aperçu M. Pritchard se précipitant vers l'église, des ciseaux rutilant dans son cartable, Miss Marple se leva tôt. Sa résolution s'était installée pendant la nuit comme le givre sur les haies. Le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin, et celui des questions posées avec soin était venu. Elle commença au presbytère, sous prétexte de lui apporter un panier de scones fraîchement sorti du four. Madame Clément, troublée mais enthousiaste, l'accueillit. « On ne parle que de ça,
avoua-t-elle. Le mot menaçant, la rupture, la pauvre Julia. L'inspecteur insiste pour dire que l'affaire est close, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est que le début. Miss Marple versa le thé avec son calme habituel. « Vous avez tout à fait raison, ma chère. La méchanceté humaine se cache souvent sous des couches, un peu comme une courte pointe. Il faut décoller chaque morceau pour que le motif soit clair, et certains motifs, une fois clairs, sont vraiment très laids. » Madame Clément se pencha en avant, baissant la voix. « Croyez-vous que Lionel soit coupable ?» Miss Marple croisa les mains. « Je crois que Lionel est stupide, insouciant, et peut-être cruel dans son inconscience. Mais bêtise et malice sont deux choses différentes. La mort de Julia n'est pas due à un garçon insouciant, mais à quelqu'un qui craignait d'être découvert. » Quittant le presbytère, Miss Marple se dirigea vers le cottage de Madame Alderbury. Elle trouva la veuve blême, le visage tiré, les mains agitées. La fenêtre brisée avait été condamnée, mais sa présence se faisait sentir dans la pièce comme une blessure encore non cicatrisée. « Ils veulent me faire taire, » murmura Madame Alderbury. « Je le sens dans chaque bruit la nuit. Je n'aurais jamais dû laisser Julia marcher seule. Jamais. » Elle s'interrompit, serrant son mouchoir contre elle. Le regard de Miss Marple se porta sur le linge, remarquant à nouveau sa broderie. Elle demanda doucement. « Ce mouchoir, ma chère, êtes-vous certaine que Julia vous l'a emprunté? Il me semble plus l'œuvre d'une main experte que celle d'une jeune fille. » Madame Alderbury parut bouleversée. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Elle ne m'a jamais dit d'où il venait, mais elle le chérissait. Gardez-le près de vous. » L'esprit de Miss Marple s'agitait. Un cadeau, puis un souvenir brodé, un fil rouge cousu délibérément dans le tissu. Non pas le caprice insouciant d'une jeune fille, mais le symbole d'un lien secret, celui qui liait son destin à celui d'un autre. Son appel suivant fut pour l'Église elle-même. Elle arriva alors que M. Pritchard quittait la sacristie, verrouillant la porte derrière lui. Son visage était figé en la voyant. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il, s'efforçant d'être poli. « J'espère que vous n'êtes pas là pour alimenter les rumeurs. J'en ai assez à supporter. » Elle sourit doucement. « Les rumeurs, comme les mauvaises herbes, poussent dans tous les jardins. Le jardinier avisé ne les éradique pas trop vite, mais observe d'où elles naissent. Elles révèlent souvent où le sol a été perturbé. » Il s'agita, mal à l'aise. Des paroles futiles, rien de plus. Laissons l'inspecteur faire son travail. Le regard de Miss Marple se posa brièvement sur sa sacoche. « Vous portez de si beaux ciseaux, Monsieur Pritchard. Ce n'est pas tous les jours qu'un marguillier s'applique autant à coudre. » Son visage s'assombrit et il fait un bref signe de tête avant de s'éloigner précipitamment sur le chemin. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, tricotant sans y toucher sur ses genoux. Les fils du mystère étaient presque réunis. Du fil rouge reliait des paquets et des notes, une bobine déchirée et serrée dans la main de Julia. Un mouchoir brodé, cousu avec une précision surnaturelle, un marguillier trop pressé pour taire toute allusion à de telles choses. Et puis, comme pour confirmer ses soupçons, on frappa à sa porte. Tommy Brent, redevenu écolier, casquette à la main, les yeux écarquillés. « S'il vous plaît, Miss Marple, » murmurait-il, « je ne lui ai pas dit avant, mais la nuit où Julia était morte, je l'ai vue laisser tomber quelque chose. Un petit livre attaché avec un fil rouge. M. Pritchard l'a ramassé pendant qu'elle ne regardait pas. Il m'a vu regarder et m'a dit que je regretterais de parler. » Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. « Tu as été très courageux, Tommy. N'aie pas peur, la vérité éclatera et te protégera. » Lorsque le garçon est parti, Miss Marple retourna à son fauteuil, le visage calme mais résolu. Les derniers éléments étaient en place. Elle ne voulait pas encore les exprimer à voix haute, ni à l'inspecteur, ni au village. Mais elle savait.
La vérité était cousue aussi clairement que les marguerites sur le mouchoir. Julia n'était pas morte des mains insouciantes de Lionel Crane, mais de la main calculatrice d'une personne plus âgée, quelqu'un qui cherchait désespérément à garder un secret lié par un fil rouge. Et maintenant, ce secret était sur le point d'être dévoilé. Le lendemain soir, Miss Marple demanda à parler discrètement à l'inspecteur Cray. Il la reçut avec un mélange de courtoisie et d'impatience, car il persistait à croire à la culpabilité de Lionel Crane. Mais la douce insistance de Miss Marple, conjuguée à la persuasion de Madame Clément, le conduit finalement à accepter une réunion dans le salon du presbytère. C'est ainsi que, juste après le crépuscule, les principaux personnages se rassemblèrent. Madame Alderbury, pâle et tremblante, était assise près du feu. Madame Crane entra avec sa hauteur habituelle, suivie de près par Lionel, l'air à la fois rancunier et inquiet. M. Pritchard arriva le dernier, son sang-froid intact, bien que Mlle Marple remarquât la raideur de sa démarche et la façon dont son regard vacillait sans cesse d'un visage à l'autre. L'inspecteur lui-même présidait avec lourdeur, carnet à la main, prêt à diriger les choses comme bon lui semblait. Miss Marple, assise dans son coin tranquille habituel, se mit à tricoter. Le cliquetis des aiguilles crépitait doucement, rythme de fond sonore à ses paroles. « J'ai pensé, commença-t-elle doucement, aux fils rouges en particulier. Ce ne sont pas des objets courants, pas d'usage quotidien. Pourtant, ils sont apparus à maintes reprises dans l'histoire de la pauvre Julia. Une bobine a été retrouvée déchirée et effilochée près de son corps. Un mouchoir avec un fragment coincé dans l'ourlet. Un paquet qu'un garçon a vu noué avec un fil rouge. Une pierre lancée à travers une fenêtre entourée d'un tissu cousu rouge. Et, plus récemment, un mot avertissant du silence, une fois de plus attaché avec la même couleur. La pièce s'agita avec inquiétude. Madame Crane renifla avec impatience. « Des fantaisies de vieille femme, murmura-t-elle. Mais Miss Marple continue sereinement. J'ai toujours trouvé, voyez-vous, que la méchanceté humaine ne se cache pas dans le grandiose ou le sophistiqué, mais dans le petit, l'ordinaire. Un choix de fil, un point négligé, une habitude oubliée de tous, sauf de celui qui a observé de longues années. Et alors, je me suis demandé qui, dans ce village, a raison de garder de tels objets à portée de main et qui serait si déterminé à en taire toute discussion. Ses yeux se tournèrent, presque avec excuse, vers M. Pritchard. Le marguillier remua sur sa chaise. « C'est absurde, dit-il sèchement. Inspecteur, vous n'allez sûrement pas écouter de tels ragots. » Mais Cray, bien que dubitatif, fit signe de garder le silence. Les aiguilles de Miss Marple claquent. Ce n'était pas un garçon qui attachait du tissu avec autant de soin autour d'une pierre, ni un jeune homme qui cachait des lettres avec de la cire rouge et les reliait avec du fil rouge. Ce n'est pas la hâte impétueuse des jeunes, c'est le soin minutieux des mains plus âgées, des mains habituées à la couture, à l'ordre des tiroirs et des armoires. Des mains, peut-être, qui redoutaient ce qu'une jeune fille venait de découvrir. Madame Alderbury émit un son étranglé. Alors, c'était vrai, Julia avait trouvé quelque chose. Elle laissa entendre, mais je n'insisterai pas. Héros, j'aurais dû. La voix de Miss Marple reste calme. Julia tenait un petit carnet noué d'un fil rouge. Un carnet d'observation, je crois, de petites notes sur ce qu'elle avait vu, de confidences qu'on lui avait faites. Les jeunes filles s'imaginent souvent détectives, mais parfois, ma chère, elles tombent sur des vérités trop dangereuses. M. Pritchard a récupéré ce carnet la nuit de sa mort. Un garçon l'a vu le prendre. Tous les regards se tournèrent vers le marguillier. Son visage avait perdu toute couleur, ne laissant que les rides prononcées autour de sa bouche. « C'est monstrueux, dit-il d'une voix rauque. « J'ai donné ma vie à cette paroisse. Vous osez m'accuser de tenir des propos d'enfant.
Mais Miss Marple ne faiblit pas. Ce n'est pas seulement la parole du garçon, c'est le fil qui relie chaque pièce. Et, Monsieur Pritchard, c'est vous que j'ai vu porter une sacoche de couture tard dans la nuit, alors que vous prétendez que ce n'était rien. Des ciseaux brillaient à l'intérieur. Je parie que l'inspecteur trouvera ce livre s'il fouille votre maison, et il trouvera peut-être aussi le reste de cette bobine de fil rouge. » Le silence qui suivit fut épais, étouffant. Enfin, Madame la Grue se leva brusquement. « Eh bien, vraiment, je ne peux pas participer à cette chasse aux sorcières. » Elle ramassa son châle et quitta la pièce, suivie de près par Lionel, perplexe. Madame Alderbury était assise, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. L'inspecteur referma son carnet d'un coup sec et s'avança vers M. Pritchard, dont le sang-froid s'effritait à chaque instant. Miss Marple plia son tricot et le posa soigneusement sur ses genoux. « Je n'ai fait que souligner ce qui était évident une fois les Fitz remarqués. Ce sont toujours des petites choses, inspecteur. On peut mentir avec des mots, mais les Fitz ne mentent pas. Ils révèlent la main qui les a posés. » Et tandis que M. Pritchard restait assis en silence, enfin acculé, le poids de la vérité pesait lourdement sur le salon du presbytère. L'air de St. Mary Mead devenait de plus en plus lourd de jour en jour, comme si le village lui retenait son souffle. Les conversations qui désignaient autrefois Lionel Crane comme le coupable commençaient à s'essouffler. Le doute s'insinue comme du lierre par les fissures, s'enroulant autour du nom de M. Pritchard, même si peu osaient le prononcer à voix haute. La respectabilité avait du poids dans un village comme celui-ci, et personne ne souhaitait être le premier à le dire ouvertement. Miss Marple, cependant, en avait vu assez pour comprendre le schéma. Pourtant, elle se taisait. La nature humaine, se disait-elle souvent, se révèle plus lorsqu'on la laisse se mettre dans ses retranchements. Elle passait donc ses journées à se déplacer discrètement parmi ses voisins, un châle sur les épaules et son tricot à la main, écoutant plus qu'elle ne parlait. Chez l'épicier, Madame Price Ridley grondait le garçon de magasin pour des pommes abîmées lorsqu'elle laissa échapper sa dernière bouchée. J'ai croisé M. Pritchard à la gare la semaine dernière, occupé à faire des courses. C'était une drôle d'heure pour faire des courses. Et quand je lui ai posé la question, il est devenu rouge comme une tomate et m'a répondu sèchement que ça ne me regardait pas. Miss Marple se contenta de sourire, mais rangea soigneusement l'information. Plus tard, au bureau de poste, Mademoiselle Hartnell se pencha pour murmurer que l'inspecteur avait l'intention de porter plainte contre Lionel. « Mais je vous le dis, il n'a pas l'air d'un garçon coupable. Imprudent, certes, mais pas coupable. Il évite mon regard, mais c'est celui d'un homme perplexe, pas celui d'un homme méchant. » Cet après-midi-là, dans le cimetière, Miss Marple rencontra M. Pritchard en personne. Il supervisait la mise en place des recueils de cantiques, mais son attitude était vive et ses mouvements saccadés. Il sursauta en la voyant, même s'il tenta rapidement de sourire. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix étranglée, vous devez convenir que l'inspecteur a raison de poursuivre. Cette incertitude persistante ne fait qu'ajouter au village. Mieux vaut y mettre un terme. » Miss Marple pencha la tête, le regard bienveillant mais inébranlable. « Oui, en effet. L'incertitude est une campagne éprouvante. Pourtant, Monsieur Pritchard, je trouve toujours que la vérité a une curieuse façon de nous tirailler jusqu'à ce que nous l'affrontions, malgré tous nos efforts pour la repousser. Un peu comme un fil tendu sur une manche. On peut le rentrer, mais il persiste à réapparaître. » Il émit un rire forcé, marmonna quelque chose à propos de ses devoirs et s'éloigna en courant, laissant Miss Marple observer sa retraite avec une réflexion tranquille. Ce soir-là, le malaise se transforma en inquiétude. Un second mot menaçant avait été découvert, cette fois au presbytère même. Madame Clément le trouva glissé sous la porte, noué une fois de plus avec ce fil rouge révélateur. Les mots étaient crus. « Partez, c'est important, sinon tu le regretteras. »
L'inspecteur, appelé aussitôt, affirma qu'il s'agissait de l'œuvre des alliés de Lionel. Mais les Clément, pâles et secoués, se tournèrent vers Miss Marple. Elle examina attentivement le nœud, notant la précision de sa fixation, la même netteté qu'elle avait remarquée auparavant. « Ce n'est pas un nœud de garçon, » dit-elle doucement. « Pas de tremblement non plus. C'est fait par quelqu'un habitué au travail soigné, précis et ferme. » L'inspecteur fronça les sourcils, mais lui fit signe de s'éloigner. Pourtant, tandis qu'il s'éloignait, Madame Clément serra la main de Mademoiselle Marple. « Ça me fait peur, » murmura-t-elle. « Comme si quelqu'un parmi ceux que nous saluons chaque dimanche tissait toute cette horreur, point par point. » Miss Marple lui tapota la main. « Tu as raison, ma chère, et c'est presque terminé. Mais quand un motif est trop serré, il commence à tirer sur lui-même. C'est alors qu'il se défait. » Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, le village silencieux derrière sa fenêtre. Elle étala sa petite collection, la bobine déchirée, le mouchoir brodé, le tissu de la pierre lancée, les notes menaçantes. Tout portait la marque du rouge, tout portait la marque d'une main prudente, soucieuse de dissimuler, mais trop soignée pour ne pas se trahir. Et tandis qu'elle réfléchissait, elle entendit à nouveau des pas mesurés et mesurés dans le chemin. Elle écarta son rideau juste assez pour apercevoir monsieur. Pritchard se dirigeant vers le presbytère, son manteau bombé, un objet carré en dessous. Ses yeux se portèrent de chaque côté avant de disparaître dans la nuit. Miss Marple laissa tomber le rideau, l'esprit vif comme des aiguilles. Le moment était proche. Les fils étaient tendus et bientôt, d'une légère traction, toute la trame du mensonge allait se défaire. Le lendemain, le jour se leva pâle et froid, le ciel couleur d'étain. Sainte Mary Mead, agitée et anxieuse, se sentait à cran. Les conversations se taisaient au passage, et les regards se portaient plus souvent vers l'église que vers les vitrines. Le deuxième mot, menaçant, glissé sous la porte du presbytère, avait déstabilisé même ceux qui s'accrochaient obstinément à la solution simple de l'inspecteur Cray. Ce fut Miss Marple qui suggéra doucement une réunion, presque comme si l'idée était venue par hasard. Mais Madame Clément, impatiente de rétablir l'ordre, saisit l'occasion. Ainsi, sous prétexte d'une discussion paroissiale pour apaiser les nerfs, le salon du presbytère fut de nouveau rempli ce soir-là. Les lampes brillaient faiblement. Les rideaux étaient tirés pour masquer le crépuscule. Madame Alderbury était assise près de l'âtre, son châle enroulé contre elle. Elle paraissait plus maigre qu'avant, le chagrin creusant ses joues. Madame Crane entra, accompagnée de Lionel, son expression défiant quiconque d'accuser ouvertement son neveu. Lionel lui paraissait las, sa bravade s'évanouissant, remplacée par une perplexité maladive. M. Pritchard entra avec sa dignité habituelle, saluant le vicaire d'un signe de tête, mais évitant tout autre regard. Et l'inspecteur Cray, son carnet sous le bras, s'assit lourdement près de la cheminée, déterminé à diriger les débats dans sa direction. Miss Marple prend sa place habituelle et discrète dans le coin, des aiguilles à tricoter clignotant doucement, un rythme de fond au silence tendu. Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Mes amis, nous sommes réunis non pas pour être indiscrets, ni pour accuser, mais parce que le malaise dans notre paroisse est devenu insupportable. Il faut de la franchise et du courage. » L'inspecteur Cray saisit l'occasion, et la franchise m'oblige à dire qu'il n'y a guère de raison de s'inquiéter. Lionel Crane a été installé près des lieux, ses bottes portant des preuves, et sa connaissance de Julia a été confirmée. La justice agit en conséquence. Madame Crane renifla triomphalement, bien que Lionel se soit agité inconfortablement sur sa chaise. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle se fit entendre, était douce comme toujours. Et pourtant, inspecteur, la loi, telle une broderie, suit parfois les grandes lignes sans remarquer les points perdus. Ce sont ces points qui révèlent le véritable motif. La pièce s'agite. Madame Clément se pencha en avant, les yeux fixés sur elle.
Miss Marple continua, son regard passant doucement d'un visage à l'autre. « Nous avons tous remarqué la curieuse récurrence du fil rouge. Trouvé près du corps de Julia, enroulé dans un mouchoir qui n'était pas le sien, reliant un paquet aperçu par un enfant, alliant aussi bien des pierres que des billets. C'est trop persistant pour être considéré comme une futilité. » L'inspecteur Cray fronça les sourcils. « Coïncidence. Les jeunes aiment les drames. Ça n'a pas besoin d'être plus significatif. » Mais Miss Marple sourit doucement. « Cela signifie bien plus, car le fil rouge n'est pas souvent à portée de main. Les raccommodeurs pragmatiques choisissent des teintes plus foncées ou plus pâles. Le rouge est choisi par ceux qui ont de la raison, ceux qui brodent, ceux qui souhaitent laisser leur empreinte. Et la netteté de ses nœuds et de ses reliures ne témoigne pas de la jeunesse, mais de mains expertes et patientes. » À ces mots, Madame Alderbury poussa un faible cri, pressant son mouchoir contre sa bouche. Lionel releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. M. Pritchard s'éclaircit la gorge. « Vraiment, ce ne sont que des chimères. On ne peut pas rester là à laisser toute cette affaire se déformer en broutille et en broutille. » Sa voix se brisa légèrement, et ses mains jointes étaient blanches jusqu'aux jointures. Miss Marple lui jeta un regard bienveillant. « Fantaisie, Monsieur Pritchard. Et pourtant, on vous a vu plus d'une fois en déplacement à des heures insolites. Vous portiez une sacoche, rarement utilisée par les marguilliers, et dedans des ciseaux pour couper le tissu. Un garçon vous a également vu ramasser un petit livre que Julia avait laissé tomber la nuit de sa mort. Un livre relié, bien sûr, avec de la ficelle rouge. Un murmure parcourt la pièce. Madame Clément haleta. Les lèvres de Madame Crane s'entr'ouvrirent sous le choc, tandis que Lionel, les yeux écarquillés, osait à peine respirer. M. Pritchard se leva, le visage rouge, sa dignité tremblant sous l'effet de la tension. On ne peut pas croire un enfant sur parole. Mensonge, imagination. J'étais simplement... Sa protestation vacilla. Ses mots s'en mêlent comme des fils trop tendus. Miss Marple posa son tricot, joignant calmement les mains sur ses genoux. Ce n'est pas seulement la parole d'un enfant. C'est le poids de petites vérités, chacune infime en soi, mais réunies, indéniables. Julia avait découvert quelque chose, et vous le saviez. Vous redoutez ce qu'elle pourrait révéler. Et ainsi, le fil rouge, si net, si constant, vous trahit plus sûrement que n'importe quel témoin. Le silence qui suivit fut épais, rompu seulement par le crépitement du feu. Les épaules de M. Pritchard s'affaissèrent, la lutte l'abandonnant, bien que ses lèvres soient serrées. L'inspecteur Cray se leva lentement, l'air confus, mais cette fois, il ne congédia pas Miss Marple. Son regard se fixa sur le marguillier, dont le sang-froid ne tenait plus qu'à un fil. La salle semblait retenir son souffle, attendant que la vérité soit pleinement dite, attendant que le nœud final soit dénoué. Le salon du presbytère était plongé dans un silence pesant, la lumière des lampes éclairant des visages pâles et des mains inquiètes. M. Pritchard restait debout, les épaules raides, comme si la dignité pure pouvait encore le protéger. Madame Alderbury serrait son châle plus fort autour d'elle, tremblante. Lionel se pencha en avant sur sa chaise, une lueur d'espoir traversant son visage, tandis que l'inspecteur Cray fronçait les sourcils, sa plume posée, mais immobile. Ce fut Miss Marple qui rompit le silence, d'une voix douce, posée et d'une douceur trompeuse. « Point n'est besoin de dramatisation, Monsieur Pritchard. La vérité réside dans les petites choses. Et les petites choses, une fois remarquées, ne peuvent plus être mises de côté. » Elle croisa soigneusement les mains sur ses genoux. Julia Alderbury n'était ni intrigante, ni méchante. Elle était, comme souvent les jeunes filles, curieuse. Elle avait commencé à remarquer des choses de courses étranges, des promenades tardives, des échanges qui ne correspondaient pas à la réputation d'une marguillière. Elle tenait un petit carnet noué d'un fil rouge
où elle notait ses observations. Un jeu d'enfant peut-être, mais dangereux quand il touche à la vérité. Et les notes de Julia touchaient à une vérité qu'il ne fallait pas laisser éclater. Tous les regards se tournèrent vers M. Pritchard, qui restait muet, la mâchoire serrée, bien qu'une fine couche de sueur brillait sur son front. Miss Marple continue d'une voix douce mais pleine de force. Ce n'était pas Lionel qu'elle avait croisé sur le chemin ce soir-là, mais vous. Vous lui aviez donné un paquet relié par le même fil rouge que vous utilisez toujours. Elle vous a peut-être pressé de lui donner des explications, peut-être même qu'elle menaçait de révéler ce qu'elle savait. Et ainsi, dans la lutte qui s'ensuivit, elle tomba, accidentellement ou de votre propre main, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez laissée allongée là et que vous ayez pris le livre qu'elle portait. Vous pensiez que tout s'arrêterait là. Mais les secrets s'arrêtent rarement quand on le souhaite. Madame Alderbury laissa échapper un léger sanglot. Madame Clément lui prit la main, les yeux écarquillés par le choc. Miss Marple poursuivit, sans broncher. Depuis, vous avez tenté d'effrayer ceux qui pourraient parler, la pierre lancée à travers la fenêtre, les billets reliés avec du fil, le bris à la sacristie, tous marqués de la même signature. L'inspecteur pourrait les considérer comme des broutilles, mais les broutilles sont ma spécialité, Monsieur Pritchard. Le soin de chaque nœud, la précision de chaque point, telles sont les habitudes d'un homme ordonné et méticuleux. Et vous, avec vos ciseaux et votre sacoche, vous vous êtes trahi. L'inspecteur Cray remua et se leva à moitié. « C'est une accusation grave, mademoiselle Marple. Voulez-vous dire que le marguillier, je veux dire, interrompit doucement Miss Marple, que Lionel Crane était un bouc émissaire commode. La bêtise d'un garçon en fait une cible facile. Mais la véritable malveillance ne réside pas dans l'oisiveté de la jeunesse, mais dans la peur d'être démasqué. La respectabilité de M. Pritchard est son armure, mais aussi sa perte. Il croyait que personne ne le regarderait de trop près. Pourtant, Julia le fit, et comme elle refusait de se taire par le secret, elle fut réduite au silence par un autre moyen. M. Pritchard vacillait légèrement, le visage blême. Un instant, il sembla sur le point de protester. Mais d'un mouvement brusque, il se laissa retomber sur sa chaise, les mains tremblantes sur ses genoux. Ses lèvres se pincèrent dans un silence amer. Madame Crane, qui s'apprêtait à protester, lui jeta un coup d'œil, vit la vérité dans son immobilité et laissa échapper un cri d'horreur sincère. « Vous voulez dire que ce n'était pas Lionel du tout ?» Elle se tourna vers son neveu, qui la regarda avec un soulagement stupéfait. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent à nouveau lorsqu'elle les reprit. « Non, ma chère, la folie de Lionel avait été de négliger le cœur d'une jeune fille, mais pas sa vie. La tragédie de Julia résidait dans sa confiance en un homme qui privilégie sa réputation à sa sécurité. Pendant un long moment, le seul bruit fut celui du feu qui crépitait dans l'âtre. Puis l'inspecteur Cray referma son carnet d'un claquement sec. Il se leva et s'avança vers M. Pritchard avec une expression de devoir solennel. « Je vais devoir vous demander de m'accompagner, monsieur. » M. Pritchard ne dit rien. La tête baissée, le poids de l'exposition s'abat sur lui comme une pierre. Le fil rouge, qui avait si bien lié ses secrets, avait tressé la corde qui le trahissait. Miss Marple, sereine et posée, se remit à tricoter. La pièce, bien que toujours silencieuse, semblait plus lumineuse. La vérité, bien qu'amère, avait enfin été dite. Le village de St. Mary Mead s'installa dans un silence qui n'était pas tout à fait paisible. Après les révélations du presbytère, les gens arpentent les ruelles plus lentement, parlant à voix basse. La respectabilité avait été mise à mal, laissant derrière elle un malaise qu'aucun commérage ne pouvait entièrement apaiser. Le marguillier, autrefois pilier de la paroisse, n'était plus qu'un personnage dont on parlait à voix basse dans les cuisines et derrière des portes closes. L'inspecteur Cray, bien que lent à reconnaître son erreur de jugement, finit par admettre l'innocence de Lionel Crane
dans la mort de Julia Alderbury. Le jeune homme, pâle et bouleversé, fut lavé de tout soupçon. Pourtant, la liberté ne lui apporta guère de réconfort. Il quitta le village peu après, murmurant que saint. Marymead n'était pas un endroit pour un homme au passé de flirts insouciants. Sa tante, Madame Crane, garda la tête haute, mais son indignation était désormais tempérée par l'humiliation. Elle se retira aussi des affaires du village, préférant les murs gardés du manoir à la surveillance de ses voisins. Madame Alderbury, quant à elle, se retrancha dans un chagrin silencieux. La vérité, même si elle dissipait les fausses accusations des autres, ne lui apportait aucun réconfort. Sa fille était partie, et sa confiance avait été trahie non par un garçon rebelle, mais par un homme qui s'était un jour tenu à ses côtés à l'église. Elle parlait peu, si ce n'est pour remercier Miss Marple d'une légère pression de la main. Son chagrin était de ceux qui ne trouvaient pas facilement de réconfort. Dans les jours qui suivent, les villageois tentèrent de reprendre leur rythme habituel. Le cliquetis des tasses de thé résonna dans les réunions du verger, mais les voix étaient plus étouffées. La cloche de l'épicier sonna comme d'habitude, la postière tria son courrier, et les enfants jouèrent sur la pelouse, même si certains jetèrent un regard inquiet vers la voie ferrée. Pourtant, sous ces schémas familiers se cachait une ombre. La respectabilité s'était révélée être un masque, et cette constatation rendit le village méfiant. Miss Marple observait tout cela avec son calme et son détachement. Elle ne jubilait pas et ne cherchait pas à être remerciée. Elle était assise dans son jardin, tricotant avec assiduité, l'esprit aussi calme que ses aiguilles. Lorsque Madame Clément vint la voir, pleine d'admiration, Miss Marple se contenta de secouer doucement la tête. « Ma chère, dit-elle, il n'y a rien d'admirable dans ce que j'ai fait. On ne voit que ce qu'on a appris à remarquer. La nature humaine est la même partout. Orgueil, peur, vanité, ces fils conducteurs se tissent dans chaque motif, si l'on y regarde de plus près. M. Pritchard n'était pas différent de tant d'autres qui craignaient d'être démasqués. Seule l'innocence de la jeune fille le menaçait, et en se protégeant, il l'a détruite. Madame Clément soupira. C'est tellement affreux qu'on ne puisse jamais vraiment connaître ses voisins. Miss Marple sourit faiblement. Au contraire, ma chère, on les connaît très bien. C'est juste que les gens préfèrent ne pas trop regarder. Mais j'ai constaté que chaque village, chaque communauté se ressemble beaucoup. Nous ne sommes pas des saints, même si certains y parviennent mieux. Avec le temps, le scandale allait se muer en anecdotes racontées à voix basse lors des veillées d'hiver, toujours avec une pointe d'avertissement. Le nom de Julia Alderbury allait devenir le symbole de la curiosité juvénile et des dangers de la découverte de vérités qu'il valait mieux garder secrètes. Le souvenir de M. Pritchard allait s'estomper, même si le banc de l'église qu'il occupait autrefois demeurait visiblement vide. Et Miss Marple? Elle continue, comme toujours, avec son jardin, son tricot et ses conversations douces. Elle n'en parlait pas souvent, sauf une fois, lorsqu'elle fit remarquer à une voisine que tout était dans le fil, voyez-vous, le rouge est une couleur éclatante. Il attire le regard, et la méchanceté, même si elle essaye de se cacher, choisit toujours un signe par lequel elle se trahit. La voisine hocha vaguement la tête, sans vraiment saisir ce qu'elle voulait dire, mais Miss Marple sourit intérieurement, satisfaite. Le village se calmerait à nouveau. C'était toujours le cas. Le rythme des cercles de thé et de couture, des cloches du dimanche et des ruelles tranquilles était plus fort que n'importe quel crime. Et pourtant, au fond de chaque esprit persistait le souvenir de cette bobine de fil rouge, emmêlée dans la main d'une fille morte, le premier point d'un motif qui avait révélé bien plus que ce que quiconque avait souhaité voir. Dans les semaines qui suivent, saint. Marymead reprend son aspect d'antan. Les haies se couvrirent de fleurs tardives, le facteur siffla sur sa route et les cloches de l'église sonnèrent comme si rien n'avait troublé leur calme.
Pourtant, sous la surface, le village portait une légère cicatrice, telle une fêlure dans une porcelaine fine. Elle se manifestait dans la façon dont les voisins s'arrêtaient avant de prononcer le nom de « Monsieur Pritchard », dans le silence qui régnait au passage de la mère de Julia Alderbury et dans le malaise persistant qui planait sur la voie ferrée. Miss Marple, assise près du portail de son jardin avec son tricot, observait tout cela avec son attention silencieuse habituelle. La vie reprend son rythme, mais les ombres du passé subsistent, tissées dans la trame du village. Les gens reprirent leur ragot, mais plus vifs, teintés de prudence, comme si chaque mot pouvait révéler quelque chose qu'il valait mieux taire. Un après-midi, Madame Clément vint nous rendre visite. Elle s'installa dans le fauteuil du jardin, en face de Miss Marple, le regard doux d'inquiétude. « Tout cela a été terrible, dit-elle, et pourtant je ne peux m'empêcher de penser que si vous n'aviez pas vu ce que nous autres avons manqué, nous aurions continué à croire Lionel coupable, et la véritable méchanceté n'aurait jamais été révélée. » Les aiguilles de Miss Marple cliquent sans cesse. La vérité, ma chère, est souvent évidente. Mais la plupart des gens préfèrent ne pas la voir. La respectabilité nous aveugle. Nous tenons pour acquis que ceux qui paraissent honnêtes le sont forcément. Pourtant, c'est souvent derrière de telles façades que se cachent les choses les plus sombres. La pauvre Julia en voyait plus qu'il n'était prudent pour elle. Elle était jeune, impressionnable, mais elle avait le sens du décalage. Ce fut sa perte. Madame Clément soupira. Et M. Pritchard, on ne l'aurait jamais cru. Il parlait avec tant de fermeté de devoir et d'honneur. Miss Marple esquissa un léger sourire. « Ah, mais les gens parlent souvent plus haut et fort des vertus qui leur font défaut. J'ai connu une femme qui répétait sans cesse qu'elle ne supporterait jamais la malhonnêteté. Il s'avéra plus tard qu'elle trichait au whist de la manière la plus éhontée. C'est une petite leçon, mais elle s'applique largement. M. Pritchard insistait beaucoup sur la culpabilité de Lionel, n'est-ce pas? Trop insistant, peut-être. Au fil des jours, le départ de Lionel du manoir laissa un silence. Certains villageois parlaient de lui avec soulagement, d'autres avec pitié. Madame Crane, tout en conservant une certaine hauteur, s'aventura rarement dans le village, son orgueil blessé par le scandale. Les portes du manoir semblaient plus hermétiquement closes que jamais. Miss Marple remarqua la rapidité avec laquelle un village se réorganisa après le scandale. Les gens s'adaptent, comme s'ils déplaçaient des chaises autour d'une table pour combler un vide. M. Taverneur s'exprimait avec une autorité soudaine sur les affaires paroissiales, comme si l'absence de Marquillier lui laissait toute liberté d'intervenir. Madame Hartnell, autrefois impitoyable dans ses jugements, parlait désormais d'un ton plus mesuré, peut-être méfiante de la facilité avec laquelle elle avait été trompée auparavant. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les chaumières, Miss Marple se dirigea lentement vers le chemin de fer. L'herbe avait poussé là où les villageois avaient autrefois marché à la recherche de Julia, mais l'endroit portait encore le poids de son chagrin. Elle s'arrêta près de la haie, se souvenant de la petite bobine de fil rouge qui avait tout déclenché. Une chose si simple, si facilement oubliée, et pourtant elle avait dénoué une tromperie totale. Elle se pencha légèrement, effleura les ronces de la main et pensa à Julia. Pauvre enfant, si avide de secrets, si curieuse et si inconsciente du danger qu'elle avait découvert. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Ce sont toujours les jeunes qui paient », murmura-t-elle, à moitié pour elle-même. « Les vieux savent se protéger, jusqu'à ce que leurs propres habitudes les trahissent. » De retour chez elle, elle trouva Madame Price Ridley qui l'attendait à son portail, pleine de son impatience habituelle. « C'est affreux, mademoiselle Marple, tout simplement affreux. Je ne peux pas passer devant l'église sans frissonner. Mais dites-moi, comment avez-vous su que c'était M. Pritchard? Vraiment, je le considérais comme l'homme le plus respectable de la paroisse.
Miss Marple sourit gentiment. « Ma chère, c'est seulement qu'il présentait trop, et de manière trop précise. On apprend, avec l'âge, à écouter ce qui n'est pas dit autant que ce qui est dit. Et on apprend à remarquer les petites choses, les fils en désordre, les gestes trop rapides, les mains qui tremblent au mauvais moment. Le monde est fait de si petites choses et elles en disent long, si seulement on les écoute. » Madame Price Ridley partit, à la fois abattue et secrètement ravie d'avoir reçu une explication. Mademoiselle Marple retourna à sa chaise et reprit son tricot. Les aiguilles claquèrent à leur rythme habituel, régulier et serein. Le village finit par oublier. Il l'oubliait toujours. Mais Miss Marple n'oublie jamais. Chaque tragédie était une nouvelle leçon sur la nature humaine, un rappel que même dans les recoins les plus calmes de l'Angleterre, l'obscurité persistait sous la surface. Et elle, avec son regard doux et sa sagesse tranquille, serait toujours à l'affût, prête à voir ce que les autres choisissent d'ignorer. Les semaines s'écoulèrent, et l'automne s'installa doucement à St. Mary Mead. Les feuilles des chemins prenaient des teintes cuivrées et dorées, et la fumée s'échappait des cheminées des chaumières dans la fraîcheur des soirées. Extérieurement, le village avait à peu près la même apparence, mais ceux qui y vivaient portaient en eux un souvenir qui ne serait pas oublié de sitôt. La mort de Julia Alderbury avait été élucidée, mais son ombre persistait dans les recoins des conversations et les pauses entre les plaisanteries. Miss Marple, comme toujours, traversait ses journées avec douceur, son sac à tricot au bras, s'arrêtant pour échanger de tendres salutations aux portes et dans les boutiques. Pourtant, elle remarquait de légers changements. Madame Alderbury ne s'attardait plus chez l'épicier pour bavarder. Elle récupérait rapidement ses colis et rentrait chez elle. Madame Crane assistait aux offices, mais restait assise, raide et silencieuse, les yeux fixés sur l'autel, sa fierté désormais armée de silence. Le vicaire parlait plus souvent dans ses sermons de tentation et de péché caché, tandis que Madame Clement regardait ses paroissiens avec une gravité nouvelle, comme si elle aussi avait appris à voir au-delà des apparences. La voie ferrée, autrefois un raccourci tranquille, était désormais évitée. Les enfants se mettaient au défi de l'emprunter, mais peu le faisaient, et ceux qui le faisaient revenaient pâles, murmurant le fantôme de Julia. La vie continuait, comme toujours, mais elle portait l'empreinte de ce qui avait été découvert. Par un après-midi frais, Miss Marple était assise dans son cottage, la fenêtre ouverte sur l'odeur des feuilles brûlées. Une visiteuse arriva, Madame Clément, apportant un bocal de confiture. Elle s'attarda pour le thé, et les deux femmes parlèrent doucement du village. « Tout semble plus calme maintenant, » dit enfin Madame Clément. « Et pourtant, ce n'est pas vraiment paisible. Je me demande parfois, Miss Marple, si les choses pourront un jour redevenir comme avant. » Miss Marple hocha légèrement la tête, ses aiguilles s'agitant avec constance. « Les choses ne sont jamais comme avant, ma chère. La vie change toujours. On voit les gens différemment une fois le masque tombé. La respectabilité est comme un vernis, très beau au premier coup d'œil, mais s'il est craquelé, on remarque les défauts en dessous. » Madame Clément soupira. « J'avoue que je ne sais pas comment vous supportez cela, sachant cela. De voir si clairement ce que les autres oublient et de comprendre le côté obscur de la nature humaine. » Miss Marple sourit faiblement. « Ce n'est pas si terrible, en vérité, car s'il y a de la méchanceté, il y a aussi de la bonté, de la bienveillance et du courage. Il ne faut pas les oublier. Mais j'ai vécu longtemps, et j'ai constaté que la méchanceté se cache souvent là où on l'attend le moins. C'est pourquoi je remarque les petits détails, les fils qui dépassent, les points cassés. Ils disent la vérité quand on essaie de la dissimuler. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence complice, le feu crépitant dans la cheminée. Finalement, Madame Clément se leva pour partir, remerciant chaleureusement son hôtesse. Après son départ, Miss Marple resta près du feu,
son tricot sur les genoux. Ses pensées se tournèrent, comme souvent, vers Julia Alderbury. Une jeune fille trop jeune pour comprendre le danger de la curiosité, mais suffisamment perspicace pour découvrir une vérité que d'autres avaient choisi d'ignorer. Le destin de Julia lui rappelait que l'innocence pouvait être périlleuse dans un monde où l'orgueil et la peur régnaient sur les cœurs les plus forts. Le regard de Miss Marple s'adoucit tandis qu'elle contemplait les flammes. « Pauvre enfant !» murmura-t-elle, si impatiente de voir et si peu préparée à ce qu'elle découvrait. Elle pensa aussi à M. Pritchard. Sa chute n'avait pas été écrite dans la violence, mais dans l'habitude. Les nœuds soignés, les points nets, le fil trop brillant pour être ignoré. Finalement, il s'était trahi avec l'ordre même dont il se vantait. Il en était toujours ainsi, songea Miss Marple. La nature humaine laisse des traces, aussi soigneusement dissimulées soient-elles. Dehors, la cloche de l'église sonnait, aussi régulièrement que d'habitude, son carillon résonnant sur les toits du village. St. Mary Mead reprend ses activités habituelles, mais ceux qui y vivaient garderaient le souvenir de cette affaire pour les années à venir. Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles cliquetant doucement au rythme de la cloche. Pour tout passant, elle n'était qu'une vieille fille avec son fils. Pourtant, derrière son regard doux, se cachait la certitude que la méchanceté n'était jamais loin, même dans les coins les plus paisibles d'Angleterre, et tant qu'elle vivrait, elle continuerait à remarquer les petits détails que les autres ignoraient, le mot oublié, le geste précipité, le fil emmêlé, car c'est dans ces petits détails que se trouvait toujours la vérité. Le silence s'installa dans le cottage, la lueur du feu se réchauffant dans le crépuscule. Les aiguilles de Miss Marple étincelèrent une dernière fois avant qu'elle ne les range. L'affaire Julia Alderbury était close, la bobine de fil rouge enfin enroulée jusqu'à son extrémité. Mais dans le silence, elle savait qu'un autre fil de la folie humaine allait bientôt se présenter, attendant d'être démêlé.